Auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs de Eden Télévision, bienvenue à toutes et à tous. C'est vrai, nous vous savons déjà très nombreux au rendez-vous du décryptage de l'actualité nationale. C'est bien le forum de la rédaction. Plusieurs sujets à décrypter au cours de ce numéro du Forum de la rédaction. D'abord à l'Assemblée nationale, difficile consensus pour une sortie de l'impasse électorale. Vous avez suivi les députés à l'Assemblée ce jeudi, beaucoup de déclarations, on dirait même des affrontements entre deux camps, le camp de la majorité présidentielle et bien sûr la minorité parlementaire. Les gens estiment qu'il faut aller aux élections le 28 avril prochain et même sans les partis de l'opposition, mais l'autre camp dit qu'il n'y aura pas élection. Nous allons investir, envahir les 77 communes. Eh bien, ce sont là les déclarations de Guy Mitokpe, par exemple. Vous aurez dans cette émission à suivre, à revivre ces déclarations, suivies des analyses de mes confrères Arnaud Mouriagoua et Frégis Serroulan. Nous allons également parler de cette rencontre-là annoncée, rencontre entre Talon, Soglo et Yahi. Yahi, pour le moment, a posé des conditions. On va s'intéresser alors pourquoi le refus de Boni Yahi, pourquoi ces conditions, lesquelles conditions vous allez découvrir également au cours de ce débat. On va revenir un peu sur la sortie médiatique du président de Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï, qui était face à la presse nationale et internationale également ce mercredi à Cotonou, face donc à la presse ce mercredi à Cotonou. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et bien sûr, des déclarations du président de Restaurer l'Espoir et surtout la posture actuelle de candidat Zanaï, qui est un fin artisan de l'avènement au pouvoir du président Patrice Athanase Guillaume Talon, même s'il a très tôt quitté la BAC du Bénin, du nouveau départ du Bénin révélé. Nous allons finir tout ceci par revenir sur la qualification de l'équipe nationale, un peu pour décrisper un peu l'atmosphère, rester tendue par la situation politique. Les écureuils ont pu quand même tirer leur épingle du jeu et sont donc en route pour Égypte 2019. C'était la liesse totale. On a vu des personnalités politiques qui quand même aussi ont participé à cette fête-là. Nous allons donc revenir sur ces belles images pratiquement vers la fin de cette émission. Arnaud Mouriagoua, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé, bonsoir aux téléspectateurs selon l'heure à laquelle vous nous regardez en ce moment et selon le pays aussi. Et donc, Frégis Serroulan, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour décrypter l'actualité politique de cette semaine. Ben, vous l'avez annoncé, Frégis. Également là, sur ce plateau pour le forum de la rédaction. Bonsoir Corneille Aïssé, bonsoir Arnaud Agua et bonsoir aux amis téléspectateurs de Eden Télévision et à nos fidèles auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Ben, c'est vrai que juste en début de semaine déjà, mardi, quand les députés ont reporté encore la séance qui devant donc se pencher sur les propositions, les lois dérogatoires et complétives modificatives de la charte des partis politiques et le code électoral, vous étiez déjà très impatient de nous retrouver, d'en découdre avec les honorables députés sur ce plateau. Bon, voilà, on est maintenant, sur l'émission Frégis Serroulan, Arnaud Mouriagoua. Ah, même on va commencer, on va commencer. Nous ne voulions pas découdre avec les honorables députés. Il n'y a rien qui nous oppose. Les honorables députés, nous sommes juste là pour analyser leur comportement. S'il fallait raccourcir et ramener l'émission à ce mardi ou mercredi, Frégis était tellement impatient de pouvoir analyser un peu la posture, le comportement actuel et puis le déroulement des choses à l'Assemblée nationale. Mais commençons d'abord par cette rencontre. L'information est tombée ce 29 mars 2019, auditeurs de la 102.3, dans le cadre de ce dialogue politique instauré par le président Boni Yahi, qui a quand même souhaité une rencontre entre un tête-à-tête entre Nicéphore Soglo, Boni Yahi et Patrice Talon. Boni Yahi a quand même renvoyé les émissaires de Patrice Talon. Il a posé deux conditions. Frégis Serroulan.
Oui, Konaïché, comme vous l'avez dit, le chef de l'État, depuis quelque temps, s'est lancé dans une consultation de la classe politique et de ses leaders pour trouver une issue favorable à la crise préélectorale qui secoue le Bénin depuis quelque temps. Sur ce chemin-là, il a rencontré d'abord l'opposition, les opposants dans un premier temps, puis dans un second, il a rencontré la classe politique. À cette rencontre-là, les opposants n'y étaient pas. Et puis, ce fut le tour de Nicéphore Dieudonné-Soglo, ancien président et premier président du Renouveau démocratique du Bénin. Et puis, ce 29 mars, on a entendu que Sakalafia, ministre de l'Intérieur, était au domicile, sinon a tenté d'aller vers le président Boni Yayi pour lui adresser une invitation de la part du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Mais celui-ci a opposé, il faut non recevoir, a refusé cela. On va dire refuser, a posé quelques conditions, à savoir la délivrance du certificat de conformité. Pour le dialogue. Boni Yayi est pour le dialogue, mais il a posé deux conditions. Donc, il ne serait pas tout de suite juste de dire que Boni Yayi a refusé le dialogue, a refusé les pourparlers avec Patrice Talon, a refusé le dialogue politique. Ce qu'il convient de dire, pour être honnête, c'est que Boni Yayi a posé ces conditions avant que ces pourparlers ne puissent tenir. Non, on ne va pas parler de renvoyer pour encore rendre l'atmosphère plus tendue. Non, mais ce n'est pas nous qui rendons l'atmosphère tendue. Déjà. Ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens qui rendent tendue l'atmosphère. Le terme renvoyer, c'est un peu fort. C'est-à-dire, c'est comme on renvoie un petit enfant pour dire « je ne veux pas te voir ». Non, il y a eu du respect dans ce langage en disant « je suis d'accord à vous recevoir, mais en préalable, au préalable, il faudrait ceci et ceci ». Et c'est cela, c'est comme ça que nous devons comprendre cela, le certificat de conformité et le quitus fiscal. Et vous me demandez à l'instant, comment faut-il comprendre cela? Il faut comprendre cela simplement par le pragmatisme du président Boni Yayi, par sa sagesse et par son sens de la responsabilité. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs semaines que cette crise dure. Oui, pour répondre à votre question. Est-ce que vous trouvez déjà un sens de responsabilité? Comment analyser? Oui, voilà. Je suis en train de vous répondre. Comment analyser? Je dis qu'il faut comprendre d'abord cela par le sens de responsabilité, de sagesse et de pragmatisme du président Boni Yayi. Donc je retiens responsabilité, sagesse et pragmatisme. En ce sens que la crise préélectorale dure depuis quelque temps, et vous savez qu'il y a la guerre des intérêts qui se joue au Parlement, où les députés du BNP, qui se sont vus déjà des élections sans opposition, des élections avec un match amical, et où se trouve qu'ils voyaient déjà leur siège conforté, là ils se voient en danger parce que dès lors que tous les autres partis vont revenir dans la course avec des élections législatives inclusives, leur siège serait en jeu. Ils n'ont plus la garantie de revenir à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont déjà vomis par la population et là, ils craignent déjà. Donc, chacun tire le drap de son côté. Le BNP tire le drap de son côté malgré les injonctions du chef de l'État. Il faut d'abord comprendre par là que le BNP, Patrice Talon est en train de perdre le BNP. Donc, Boni Yayi dit ceci. Vous pouvez dire que le BNP désobéit Oui, le BNP, il faut le dire. Le BNP désobéit à Patrice Talon. Est-ce que c'est le BNP qui désobéit ou bien Patrice Talon n'a plus le contrôle de c'est ça, Patrice Talon n'a plus le contrôle et le BNP désobéit. Et voilà la situation qui se pose au Parlement aujourd'hui. Mais on sait que la crise, c'est le certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle qui pose le problème. Mais la non-délivrance des quitus fiscaux par le ministère des Finances alors que les gens ont soldé leur impôt. Donc Boni Yayi dit, nous connaissons le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est le certificat de conformité non délivré par le ministre de l'Intérieur, alors bien même que les partis se sont conformés, se sont soumis à ces injonctions en convoquant des assemblées extraordinaires pour se conformer. Et malgré ça, ils n'ont pas le certificat. Et malgré que les gens ont soldé leurs impôts, ils n'ont pas le quitus fiscal. Donc, puisque c'est ces deux problèmes qui ont conduit aujourd'hui à la crise préélectorale aujourd'hui, délivrer d'abord le certificat de conformité et les quitus fiscaux à ceux qui sont en droit de le recevoir. Et puis, nous parlerons après. Je crois que c'est de la logique. Merci. Est-ce que cette posture de Boni Yayi, est-ce que cela montre véritablement un ancien président favorable au dialogue et puis avec un sens de responsabilité, de sagesse, comme notifiait tout à l'heure Frédéric Servolan, comme nous savons quand même que pour régler la situation, délivrer les quitus fiscaux, délivrer le certificat et autres, ça pose problème et qu'il va falloir forcément revoir le code électoral
et l'achat des partis politiques et ce qui passe forcément par l'Assemblée. Avant de répondre à votre question, si vous le permettez, Koné Aïssé, permettez-moi de rebondir sur le point souligné par Frégis Serouna qui disait que le BMP désobéit au président Talon. Je ne parlerai pas de désobéissance, mais je dirais qu'une désobéissance positive. Demandez-moi pourquoi. Une désobéissance positive, puisque le chef de l'État a voulu de la révision de la Constitution à 2 reprises. Et nous n'avons pas pu atteindre l'objectif à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, tout montre clairement que la condition, en quelque sorte, que posent les députés du BMP aujourd'hui, c'est d'amener tout le monde à toucher l'article 80, donc la révision de la Constitution. Puisque vous nous refusez, vous l'opposition, d'atteindre l'objectif de départ, alors si vous voulez véritablement qu'on fasse ce consensus, nous devons réviser l'article 80. Votre et logique, mais est-ce qu'on parlera, permettez-moi qu'on ait, c'est pas conséquent. En le faisant indirectement, ils vont atteindre l'objectif voulu par leur patron dès le départ. Donc c'est une désobéissance positive qui va conduire à l'obéissance finalement à atteindre l'objectif. Et donc, positive, encore si on est d'accord sur le thème, nous y reviendrons, c'est une démonstration que c'est juste de faire des stratégies politiques ou des stratagèmes simplement, parce que dans les coulisses du BMP, les coulisses dans le BMP, on ne maîtrise pas encore. Les coulisses dans le BMP. Non, on ne maîtrise pas, mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Il y a des consignes qu'on peut donner publiquement et il y a des consignes qu'on peut donner dans l'ombre. Juste là, ce n'est pas ce que nous avons dit. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Juste là, nous n'avons pas dit que le BMP a reçu des consignes. Non, mais personne l'a dit. Moi, depuis le 6 mars, c'est bien le 6 mars, je fais confiance au président Talon dès qu'il a donné... dès qu'il a souhaité, il a renvoyé là-bas dans le temps des députés, que les députés aillent se voir et trouver le consensus, moi, je crois parfaitement en lui et je lui fais confiance. On entend dire dans l'opinion publique que c'est lui-même qui tire sur la corde, mais non. Je pense quand même qu'il faut lui faire confiance. Et finalement, quand Frégis dit que c'est de la désobéissance, cela me réjouit parce que ça montre vraiment que quelque part, si nous arrivons à démontrer que ces députés-là ont quand même... Le BMP, ils ont un objectif à atteindre et donc forcément, on ne peut pas dire que c'est forcément le président qui tire sur la corde. Mais là, cela a tendance à beaucoup surprendre parce qu'on est passé d'une docilité impeccable à une désobéissance. Une désobéissance positive. Non, cette docilité, le passage de cette docilité à ce réveil tardif-là, il faut le non, ça ne cache rien. C'est assez simple qu'on a essayé. Parce que quoi? Pendant tout le mandat, pendant tout le mandat, de nous glisser ailleurs parce que les députés étaient dociles parce qu'ils espéraient montrer au président Patrice Talon leur fidélité. Mais là, leur intérêt en jeu. Ils sont en train de perdre leur siège dans quelques mois. Donc, ils ont intérêt à revenir au Parlement en tant que députés pour continuer à servir le chef d'État parce que certains parmi eux le savent très bien. Dès lors qu'ils ne reviendront plus à l'Assemblée comme députés, attention, c'est la criette. C'est le tribunal pour les uns, la criette pour les autres. On ne sait pas. Alors, ils ont intérêt à revenir. Et c'est l'intérêt-là qu'ils sont en train de poursuivre. Alors, revenons quand même au message, puisque au-delà de tout, Bouni Yahi lance un message fort quand même. C'est-à-dire quoi? Il faut trouver des solutions à la crise en ne prenant pas les bons bouts. C'est comme si on n'a pas touché encore les bons bouts. En revenant au président Yahi Boni, il faut quand même dire que déjà, il donne un signal fort. Ça dit que le président Boni Yahi, ça veut dire que dans tout ce qui s'est passé jusque-là, lui, il ne trouve pas véritablement un grand problème qui se pose à la nation. Lui, en refusant de recevoir, c'est ça l'expression, de recevoir les émissaires, il a reçu en imposant des préalables aux émissaires, il estime que les 2 points qui posent problème aujourd'hui, c'est le quitus fiscal et le certificat de conformité. Et donc, si ce sont ces points qui posent problème, si véritablement il demande à son vis-à-vis d'aller d'abord délivrer le certificat de conformité et les quitus fiscaux avant de revenir le voir, si c'est délivré, il n'y a plus de problème. Mais si cela devait se faire sous la nouvelle charte des partis politiques, c'est que ces partis, en principe, n'existent plus aujourd'hui. S'ils n'ont pas pu réussir à faire la conformité. Ces partis existent puisque... Ça va être sous quelle charte maintenant? Non, toujours sous la même charte parce qu'ils sont en cours
la procédure est en cours. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas, ils ne s'étaient pas conformés, ils n'avaient pas engagé le processus. Ceux-là ont engagé le processus. Et c'est là qu'il faut comprendre le président Boni Yayi. Parce que, qui vous souviennent que les FCBE, dans la guerre des tests, le ministre Saka Lafia a eu son interprétation de la charte et du code électoral en disant membre fondateur, c'est ceci, ceci. Mais les FCBE ont dit, bon, les tests, c'est comme ça, nous l'avons compris. Mais puisque vous insistez pour dire que voilà votre interprétation, nous nous conformons à votre interprétation. Et ils ont convoqué une assemblée extraordinaire pour se conformer comme le ministre l'a dit. Et malgré cela, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas le certificat. Mais pourquoi? C'est ça qu'on veut comprendre. Et comment se fait-il que c'est ce même ministre qui, malgré que les gens se sont conformés à ce qu'il a dit, refuse de délivrer le certificat de conformité sans explication parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas donné une conférence de presse aujourd'hui pour expliquer pourquoi il n'a pas délivré le certificat au parti alors même qu'ils sont conformés à ce qu'il a dit comme son interprétation. C'est là le problème. Et c'est lui qui va jouer à l'émissaire et donner invitation pour parler de quoi sans avoir joué son rôle. Quand on revient aux conditions de Boni Yayi, est-ce qu'aujourd'hui, quand on revient aux conditions posées par Boni Yayi, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller directement comme ça faire délivrer les certificats et autres sans forcément tenir compte des amendements ou des modifications apportées à la loi. Puisque à l'Assemblée nationale, on sait que la minorité dont les partis, les députés des Foscori.Bénin émergents également sont dans cette danse-là. Il faut pouvoir changer le code. Il y en a qui disent même s'il faut retenir même l'ancien code, on va retourner à l'ancien code. Alors, est-ce que la Boni Yayi n'a peut-être pas encore, ne doit peut-être pas encore sortir, nous dit clairement quelles vont être ses propositions en réalité. C'est ça justement. Bien évidemment que Corneille Haïtien, faut-il revenir à l'ancien code, même si on délivre aujourd'hui le certificat de conformité, est-ce qu'ils pourront revenir dans le jeu? Mais ce sera déjà un gage de savoir que les gens ont le certificat de conformité, que ceux qui ont soldé leurs impôts, ceux qui ont payé ce qu'ils devaient à l'État, ont leur quitus fiscal. Là, maintenant, on tient quelque chose. Et là, on peut repartir à l'Assemblée et, en toute objectivité, refaire le débat. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ces deux éléments d'abord. De toute façon, on va apporter de l'eau au moulin de Frégis Serrouan. En suivant les débats à l'Assemblée hier, nous avons entendu l'honorable Gaba Yaya dire clairement la situation qui s'est passée. Non, c'est par rapport au certificat. Je voudrais me prononcer par rapport au quitus fiscal. Il l'a dit clairement. Il a dit qu'il a des gens au ministère, bon pas au ministère, il ne l'a pas dit comme ça, il a dit qu'il y a des gens qui l'ont informé que les certificats de X ou de Y sont prêts et signés. Et pourtant, on ne leur remet pas leur certificat. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire quand même que c'est fait sciemment. Ça veut dire qu'il y a qu'on le veuille ou non, qui y a de la mauvaise foi. Ben, il faut que les autorités en charge alors, au niveau de la direction des impôts puissent quand même sortir pour donner des clarifications. Et donc, vous comprenez donc la réaction, les conditions posées par le président. Alors, puisque vous parlez déjà, vous évoquez déjà tout à l'heure les déclarations, les propos de certains députés à l'Assemblée nationale, je nous propose maintenant, auditeurs de la 102.3 et puis téléspectateurs de N Télévision, je nous propose maintenant de revenir un peu sur cette déclaration qui ont mis un peu d'étincelle à l'Assemblée ce jeudi à Porto Novo. Je suis d'autant plus déçu qu'au cours des travaux en commission de loi, les gens ne pensaient pas véritablement au pays. Ils pensaient à leur reconduction. Ils pensaient à cette stratégie mise sur pied pour écarter tout le monde. Au-delà du fait que la stratégie mise sur pied pour écarter tout le monde les favorise, ils doivent savoir que cela remet en cause fondamentalement la stabilité du pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ces gens-là veulent brûler le pays. Mais nous allons les aider à sauver la démocratie. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Au moment où on est en train de chercher le consensus et vous avez affecté la proposition de loi dérogatoire, une petite partie de l'opposition se lève pour dire nous on n'est pas d'accord. On va retrouver le consensus court. Désormais,
il s'agit pour l'opposition soit de rester dans le statu quo et d'accepter de respecter les textes en vigueur, soit d'accepter un réajustement législatif conditionné par la révision de l'article 80 de notre Constitution. Consciente de toute la guerre menée par elle-même pour fustiger toute modification de la Constitution, l'opposition se trouve ainsi prise à son propre piège, puisque cette option de révision n'arrange qu'elle seule. C'était le piège. Il fallait faire en sorte, créer les conditions pour qu'on se sente obligé de se ligoter dans une révision de la Constitution. Vous voyez, Monsieur le Président, le peuple rose est découvert. Ils ont fini par s'exprimer aujourd'hui pour dire ce que nous voulons, c'est de nous venger de vous. Vous avez refusé la révision de la Constitution pour aller aux élections, vous allez boire la révision de la Constitution. Non, il n'y aura pas révision opportuniste de la Constitution. Nous y sommes opposés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on condamne le parti bloc républicain, on condamne le parti bloc, le parti Union progressiste d'être respectueux des textes. Voilà, Monsieur le Président, je ne voulais pas dire plus que ça, mais dire tout de même que nous sommes toujours ouverts. S'ils pensent qu'il y a des solutions pour qu'ils rattrapent encore le processus, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas faire autrement. S'il y en a qui ne veulent pas aller aux élections, s'il y en a qui opposent le consensus préalablement à une assise nationale. Monsieur le Président, les collègues qui aujourd'hui ont bloqué la recherche de consensus, mais qui crient à la fin, les portes sont ouvertes. Je me demande si ce ne sont pas des portes blindées, donc eux seuls ont la clé. Eux seuls ont la clé. Ils doivent reconnaître qu'ils ne veulent pas de ce qu'on... Alors, voilà, vous avez suivi, auditeurs et téléspectateurs, les propos de quelques députés par rapport à la recherche du consensus à l'Assemblée nationale. Frédéric Servan, on est loin quand même de pouvoir retrouver le consensus dans des conditions pareilles quand vous suivez un peu ce type de déclaration. Mais oui, là même, nous n'avons pas suivi l'intégralité des déclarations. Bien sûr. Il y a eu des déclarations suffisamment graves pour ceux qui ont suivi le direct sur radio et hémicycle. Parce que il y a des députés qui sont jusqu'à les dire, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin, comme le disait le président de l'Assemblée nationale en disant que il y aura élection avec les deux blocs de la mouvance et que rien ne se passera. Et qu'ils vont battre campagne dans ce Bénin sans que rien ne se passe. Vous nommez le député qui a dit ça, c'est Rachid Belamassi. C'est l'honorable Rachid Belamassi. Il y a des députés qui ont osé dire cela alors que nous sommes à la recherche du consensus, alors que le pays est au bord de l'impasse. Vous voyez que ces gens-là n'ont pas à cœur la paix de la République. Vous voyez que ces gens-là n'ont pas le souci de la préservation de la paix et de la démocratie et que ceux-là... Non, mais est-ce que vous ne dramatisez pas un peu la situation? Non, quand même. Si nous ne dramatisons pas aujourd'hui, si nous ne disons pas ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas quand nous serons au milieu de certains conflits que nous allons parler. C'est très tôt qu'il faut alerter l'opinion. C'est très tôt qu'il faut dire la vérité et rappeler à ceux-là qu'ils ont déçu le peuple, qu'ils ont été une déception parce que les yeux de toutes les populations étaient rivés sur l'Assemblée nationale pour une sortie heureuse de crise. Et depuis le 6 mars jusqu'au 29 que ces députés-là pouvaient mettre leur intérêt personnel et égoïste, leur peur de se voir retrouvés en prison ou ailleurs après s'ils échouent à ces élections-là. Ils pensaient que ceux-là pouvaient dépasser ces intérêts-là et penser à la nation, penser aux enfants de cette nation pour qu'ils puissent continuer à jouir de la paix, de la tranquillité de cette démocratie qui leur ont permis de vivre aux frais de la princesse depuis des années.
Mais ceux-là n'ont pas pensé à cela et ont osé, devant micro et caméra, narguer la population en disant « nous allons battre campagne sans que rien ne se passe ». Je crois que c'est osé, je crois que c'est poussé. Ce n'est pas le discours, la posture qu'il faut tenir. Et nous devons avoir le courage, tous, à l'unanimité, de condamner ces propos-là. Parce que si nous sommes aujourd'hui journalistes et que nous osons parler et que nous avons cette liberté-là, si vous êtes artisan, si vous êtes paysan et que vous vivez dans cette république et que vous pouvez mener vos activités en paix, c'est parce qu'il y a la démocratie. Et quand nous allons perdre la paix que nous avons, pendant ce temps, nous aurons tout perdu à cause de quelques individus qui, à cause de leurs intérêts, ont poussé le pays vers le groupe, donc vers le gouffre. Donc ces propos sont à condamner. Et vous avez suivi le discours éloquent du député Guy Mitokwe. C'est dommage aujourd'hui que ce soit ceux-là qui nous ont parlé de démocratie, de respect de l'état de droit des institutions, qui plongent aujourd'hui le pays à ce niveau. Et ça, professeur... Mais quand vous trouvez quand même des discours incendiaires et puis des discours éloquents... mais bien sûr, il faut le dire. Je crois que nous ne sommes plus... On est tenté de ne pas forcément... non, on est tenté de ne pas croire l'impartialité. Non, nous ne sommes pas à la recherche de l'équilibre. Nous sommes à la recherche du vrai, de la vérité. Les faits sont sacrés, les faits sont là. Les députés l'ont dit. Comment on peut dire dans une démocratie riche comme celle du Bénin, une culture démocratique que nous avons, ce modèle que nous sommes, après 29 ans dit, nous allons aller avec deux partis de la mouvance. Genre, ce sont des partis jumeaux, donc deux partis de la mouvance, ça fait le parti unique. Comment après 29 ans de la démocratie, des députés, des élus du peuple peuvent oser dire devant micro et caméra à la face du monde que ce Bénin-là ira aux élections législatives sans toutes les sensibilités, sans l'opposition, et que rien ne se passera. Alors, je crois que ceux-là ont mérité que c'était une erreur que le peuple a commis de les envoyer à l'Assemblée nationale et c'est la qualité de notre Assemblée qui est révélée. Ils ont, avec ces discours-là, montré que notre Parlement a manqué de quelque chose, manque de quelque chose et qu'il faut corriger cela à l'occasion des législatives à venir pour quand même avoir des gens qui portent la réflexion autrement. Arnaud Moriagua, est-ce qu'aujourd'hui, la solution à l'impasse, est-ce que vous trouvez l'Assemblée toujours en mesure de pouvoir, donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait peut-être pas sonner d'autres terrains? Est-ce que la solution nous pourrait peut-être, enfin oui, à l'Assemblée, mais pas de l'extérieur de l'Assemblée, pour booster les choses autrement à l'Assemblée? Vous avez pleinement raison de poser cette question. Voilà ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce que la solution se trouve encore à l'Assemblée? Parce qu'on traîne Il est clair aujourd'hui que la révision de la Constitution, de l'article 80 de la Constitution est une préoccupation, est l'objectif unique du bloc de la majorité parlementaire. Et donc, on constate que sans l'objectif là, forcément, il n'y aura pas une porte de sortie, puisque l'on a demandé au bloc de faire des propositions. Il n'y a pas eu de proposition, il n'y a rien eu, mais ils disent qu'eux, ils sont ouverts au dialogue et qu'ils sont favorables au consensus. Mais voilà que quand l'heure sonne pour échanger, pour trouver des solutions, et voilà les propos que certains députés du bloc parlementaire tiennent. J'irai loin pour rappeler les propos tenus par le député Okunola qui a eu à dire à l'Assemblée nationale que si véritablement c'est le consensus pour l'opposition est de modifier la loi électorale, alors vous n'aurez rien. Modifier la loi électorale, alors vous n'aurez rien. Ça n'engage que lui. Oui, ça n'engage que lui, mais ce n'est pas des propos, ce n'est pas des propos que l'on doit tenir pendant que nous savons d'où nous venons. J'ai comme impression que certaines personnes ont oublié d'où nous venons. Nous venons de très loin, au point où aujourd'hui ces comportements-là font classer le Bénin parmi des pays qui ont reculé en matière de démocratie. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'ils lisent ce qui se publie sur les plateformes, sur les sites d'enquête, les travaux qui se font, de recherches qui se font par les journalistes d'autres pays? Est-ce qu'ils lisent? Il y a des journalistes qui sont spécialisés sur ces questions et ils font des études chaque année. Et le Bénin, selon une étude récente, est classé au rang du Niger et des Comores qui ont reculé en matière de démocratie. Est-ce que cela honore? Comment peut-on être peut-on être dans un pays où l'on parle de pluralisme politique et qu'aujourd'hui, maintenant, qu'on nous dise
avec quelle fierté ces honorables qui tiennent ce dialogue peuvent regarder en face le peuple et leur dire, voilà, nous sommes fiers, nous sommes en règle, nous allons aux élections avec les deux partis de la mouvance. Ça se passe où? Le peuple aura fait son choix de toutes les façons. Je voudrais profiter en même temps pour condamner, les propos tenus par certains députés de l'opposition qui frisent, a fait peur un peu au peuple lorsqu'on parle de guerre. J'ai déjà vu la guerre, connaissez-vous ce que c'est que la guerre et tout. Je pense quand même. Non, mais ça c'était quand même pas pour. Oui, c'était une réponse. C'était les réponses que les députés de l'opposition ont trouvé à apporter aux députés de la mouvance. Mais je pense quand même qu'on ne devait pas tenir ce genre de discours. Quand on est dans un pays de paix, on doit toujours continuer le dialogue. Et c'est ce que recherche actuellement le président Talon. C'est ce que recherche le président Talon parce qu'il trouve que la porte semble être fermée à l'Assemblée nationale et donc il va falloir revoir encore les anciens chefs de l'État. Les anciens chefs de l'État. Au président Boni-Yahi, il se réfère au président Boni-Yahi. Mais je pense que c'est par là qu'il fallait commencer. Il fallait commencer par voir les anciens présidents visiter le contrôle, discuter avec lui, Yahi Boni discuter avec lui et après maintenant réunir les partis et maintenant décider de ce qu'on peut faire en fonction de ce qui a été arrêté par lui, le président Talon et les anciens présidents de la République. Il y a des quotidiens qui ont trouvé quand même qu'une réelle implication du chef de l'État pourrait nous amener à régler cette situation. Il suffirait juste simplement que le chef de l'État donne des consignes claires. Ce n'est pas le chef de l'État qui vote les lois à l'Assemblée. Non, justement. Ce n'est pas le chef de l'État qui vote les lois à l'Assemblée. Et quand on sait comment ces lois ont été votées, le BNP a un leader. Et nous savons le rôle joué par ce leader dans les réformes. Nous savons qui sont les pères concepteurs, les géniteurs de ces réformes-là. Il suffirait juste que Patrice Talon donne des consignes claires à ces poulains, leur disent, voilà, donc siffler la fin de la récréation quand même. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le président de l'Assemblée nationale? Nous savons que le président Patrice Talon est attaché au respect des acquis démocratiques et qu'il va pouvoir très bientôt Maurice Agua parle de Joël Aïvo qui a proposé une belle solution en proposant de passer par la Cour constitutionnelle qui a ce mécanisme-là de réguler les institutions. Mais c'est dommage que nous assistons à une guerre des écoles aujourd'hui, que cette solution de Joël Aïvo est combattue par des universitaires qui ont eu l'audace, qui ont osé dire qu'il suffit juste de modifier la Constitution et que la solution passe par la révision de la Constitution, sinon qu'on doit revenir à la légalité existante et donc que nous devons respecter ce code électoral à chaque petit qui est là en allant aux élections avec deux partis. Comment des professeurs de droit, ceux-là peuvent nous dire cela? C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une guerre où chacun, de son côté, tire le droit, ses intérêts, et même les universitaires s'y mettent. Et je crois que c'est dommage parce qu'ils sont ceux-là. Quand l'espoir est perdu partout, l'espoir est perdu à l'Assemblée, l'espoir est perdu dans la politique, ce sont les repères, ceux qui doivent nous éduquer, les scientifiques, ceux qui doivent nous aider à sortir de l'ornière. Et Joël Aïvo, qui a eu ce mérite-là, depuis le vote de ces deux codes-là, en dénonçant que le code électoral, la charte politique-là, nous conduisait dans l'impasse, et il a eu raison, nous ont conduit dans l'impasse, propose une solution assez simple, un mécanisme de la Cour constitutionnelle pour nous sortir de là. Mais comme vous voyez, il y a une cabale contre ces propositions, et comme ça, personne, on dit c'est faux, on dit ce n'est pas ce qu'il faut, qu'il est dans le décor. Et c'est dommage que ce soit aujourd'hui que ceux-là se réveillent de leur sommeil Merci pour votre analyse. On revient maintenant à cette personnalité qui a qualifié tout ceci de comédie politique. Vous savez de qui je parle? Candidat Zanaï, bien voilà. évidemment. Nous allons suivre juste une partie de cette déclaration en conférence de presse ce mercredi à Cotonou. La piste Ngwedji monte ses limites et échoue. On l'avait prédit. Le président Ngwedji a dit, je n'arrive pas à réunir le consensus, je ne peux pas le faire. Ok, je donne ça à la commission des lois. La commission des lois dit, je donne ça à la plénière. Sachant pertinemment que personne n'a trouvé un résultat consensuel comme ça. Ça n'existe pas dans le monde. Le consensus est trouvé hors du Parlement. Le consensus doit être revêtu de force exécutoire. Le Parlement est contraint de le traduire en loi et le vote a lieu. Mais on dit à ceux qui sont les bourreaux des lois et de l'état de droit, on leur dit d'aller corriger. Ils ne peuvent pas le faire.
Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu cette rencontre. Malgré cette rencontre, qu'est-ce que nous observons? Nous observons le pourrissement de la situation, de la solution Mbedi. Pendant le même temps, nous observons un autre pourrissement qui est animé, entretenu par les turiféraires de Patrice Talon retranchés au sein du BMP et sous l'armure prédatrice de la dictature de la majorité parlementaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces personnes se réfugient derrière la loi de la majorité et font un braquage et font obstruction au consensus et disent qu'il n'y a pas de consensus. On avait prévu ça. C'est dans ce contexte-là que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, après avoir été reçu à sa demande, nous fait une déclaration. Et je voudrais poser la question. Qu'en est-il de l'engagement fait par Patrice Talon et rapporté par Nicéphore Soglo? Et je cite le président Nicéphore Soglo. Il dit ceci, je le cite, ouvrez les guillemets. 2 points majeurs méritent d'être soulignés. 1. Parlant du président Talon, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. C'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai écouté. 2. Il est aussi disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de M. Gagné, Monseigneur Gagné, d'une loi d'amnistie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. Fin de citation. Nicéphore Dieudonné Soglo, déclaration sur la crise de la démocratie au Bénin, le pays des conférences nationales souveraines en Afrique, Cotonou, 21 mars 2019. C'est ça, c'est ça, cette déclaration. Le président restaurait l'espoir candidat à Zanaï que nous apprécions quand même son style. Ça, c'est pas politique. Bon, voilà. Alors, Loris Fri d'abord, bonsoir. Bonsoir Corneille, bonsoir Arnaud Mouri-Agua, bonsoir fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Frédéric est en fin de mission sur cette émission. Sur ce numéro, bien sûr. Et m'a justement cédé son poste. Alors, pour la suite de la mission. Nous avons entendu tout à l'heure candidat Zanaï. Il a utilisé quand même des thèmes assez forts. Hein. Il a été un peu acerbe aussi quand il présentait la situation, quand il parle de dictature de la majorité parlementaire. Il parle des turiféraires cachés au sein du BMP pour bloquer la situation, la recherche de consensus à l'Assemblée nationale. Êtes-vous d'accord avec ces propos de candidat Zanaï? Oui. Et la réponse, est-ce qu'il faille être d'accord ou non? Vous savez, à quelques secondes de ma prise de position à vos côtés pour ce débat, j'ai croisé Laurent Roland Torinquès dans les couloirs de Eden Télévision qui avait un ouvrage en main. Et c'est à la première page, je dirais à la page 23, j'ai découvert, c'est un recueil de poèmes. Rassurez-vous, vous allez voir pourquoi je suis allé, je me suis écarté un tout petit peu de votre question au départ. À la page 23 de l'ouvrage, de ce recueil de poèmes, j'ai lu ce titre d'un des poèmes, « Les clameurs champêtres de Rigobert Panipa Kouagou ». Eh bien, le titre du poème, justement, s'intitule « La grande petitesse des grands ». Je ne sais pas si vous me voyez venir. La grande petitesse des grands. Alors, c'est un terme, j'avoue, hyper acerbe, un véritable réquisitoire qui peint à sa belle manière, je ne dirais pas cette masturbation intellectuelle, cette comédie ambiante entre chaque chapelle politique et chaque classe d'éminence grise ou chaque école d'éminence grise. Il faut y mettre un peu d'humilité. Non seulement qu'il faille mettre un peu d'humilité, l'écrivain, le poète décrit au fait, peint, comme je l'ai dit, je dirais, cette facilité qu'ont les grands de tomber aussi bas, de tomber comme, pour ne pas répéter le maître Adrien Mbedi, de leur piédestal, eh bien, c'est un peu une manière pour cet écrivain de nous lire, le tissu social actuel au Bénin, la grande petitesse des grands. Pourquoi suis-je parti de cet ouvrage pour vous répondre, pour remonter à cette sortie de l'honorable, enfin, de l'ancien député et l'ancien ministre de la Défense du régime actuel, l'honorable candidat Zanaï, alors, qui
était face à la presse, je crois, ce 27, ce mercredi 27 mars 2019. Alors, il disait, c'est vrai, c'était une déclaration de presse très commentée. Après quelques extraits, il commente, décrypte, empreint justement d'ironie, d'un air plus ou moins narquois qu'on concédait, moi. C'est du professeur Candide Azanaï. En tout cas. Il est allé jusqu'à dire... Mori Agua, vous aurez autant de... Mori Agua, il est allé jusqu'à dire que c'est lui qui nous a rapporté le produit. Et qu'il, en tant que maquettiste ou commercial, il en vient maintenant à nous prouver que le produit tantôt présenté, vendu cher, qu'il est venu maintenant nous prouver que le produit n'était pas bien manufacturé, avait des dysfonctionnements et autres. Enfin, c'est une ironie pour nous dire que la foi qu'il envers en ce régime, la foi qu'il envers en cette haute instance qui porte, je dirais, le personnage qui porte, je dirais, ce régime, et bien que cette foi n'est pas... il s'est en quelque sorte trompé sur le personnage, sur le programme d'action, sur les faits et autres de ce personnage et de tout son régime. C'est vous dire quoi? Que Candide Azanaï nous conforte et confirme davantage le principe qu'il faille désormais ne plus croire aux politiques. Ou, à défaut d'y croire, il faille mettre du gant, il faille mettre de bémol, il faille y aller avec minutie, ne plus tout avaler quand ça vient d'un politique. Enfin, c'est ce qu'il tente de nous démontrer. Parce que si hier, il est venu nous dire que c'est le meilleur. Vous l'avez encore, vous avez lu ces extraits des discours de Candide Azanaï, des débats qu'il a accordés à des médias nationaux et internationaux, que voilà, c'est le meilleur qui puisse corriger, rehausser, redorer le blason de cette nation. Et s'il en vient maintenant à nous dire qu'il s'était trompé, alors vous et moi, convenons maintenant que, eh bien, quand un politique se présente en face de nous et nous parle, il nous faut réfléchir par 1000 fois avant de les croire. Maintenant, sur le fond de sa déclaration, intellectuelle. Ça n'engage que peut-être que vous. Revenons maintenant sur le fond. Parce que beaucoup ne pourront pas le dire ainsi, reconnaître. Non, on le reconnaît, on le sait très bien. Vous avez vu aujourd'hui ceux qui étaient les barons de Boniaï, mais qui se sont retrouvés les barons de Boniaï, les caciques de Boniaï, qui se sont très facilement convertis, ils ne l'ont pas fait par peur. D'autres l'ont fait pour écouter leur ventre. D'autres l'ont fait pour cacher davantage les casseroles qu'ils traînent. Tout le monde, ils ne l'ont pas tous fait. Parce que, voilà, aujourd'hui, ils ne peuvent pas tenir tête à Patrice Talon. Certains l'ont fait parce que, croupissant sous le poids des impôts, croupissant sous le poids de telles ou telles affaires louches, eh bien, ne pouvant répondre, ils n'ont de choix que de répondre. C'est-à-dire qu'on fait de la politique sans conviction dans le pays. Mais je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. S'il faille préciser aujourd'hui les vrais politiques qui partagent leurs convictions, qui peuvent répondre de leurs convictions, eh bien, je ne pense pas qu'on puisse en citer une dizaine au Bénin. Je ne pense pas. Je ne pense franchement pas. Alors, donc, je disais tout à l'heure que dans sa déclaration, il y a des points que tout le monde partage. Il y a des points que tout le monde partage, vous ne direz pas le contraire. Il a exposé par exemple des éléments excluants comme les risques de retour au parti unique. Et il a évoqué là la volonté du chef de l'État, par exemple, d'imposer les deux partis proches de la mouvance présidentielle. Il est allé jusqu'à qualifier, par exemple, jusqu'à demander la destruction, l'interdiction et la suppression du certificat de conformité. Il a fustigé aussi la négation de l'alliance. Vous savez que le nouveau code et la charte des partis politiques ne permettent plus les alliances, mais plutôt les grands blocs, les grands partis. Il a fustigé aussi l'indécente caution. Vous savez que le Bénin, désormais, occupe le premier rang sur la planète Terre en matière de caution électorale, cette faramineuse caution. Et il n'a pas manqué aussi de fustiger le 249, cet article que, jusque-là, aucun spécialiste des questions de droit sur lequel personne n'a pu nous convaincre avec précision. Mais est-ce que c'est le moment de revenir sur c'est bien le moment parce que c'est la source de tous les ennuis que vous et moi, que les politiciens partagent aujourd'hui. Pris par l'Assemblée, il y a le contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Ça paraît quand même Anou Mori Agua, mais est-ce qu'on se demande aujourd'hui si c'est toujours le Bénin des cadres, le Bénin des intellectuels assez intelligents, des compétents. Est-ce que c'est ce Bénin aujourd'hui? On se pose des questions?
Vous l'avez si bien dit, Corneille Aïssé, on se demande bien devant certaines situations si c'est véritablement le bénin des intellectuels, de ces cadres. Mais on est surpris que certains de ces intellectuels soient mis en berne, si je peux dire ça, soient réduits au silence. Silence total. Et parfois, vous n'êtes pas surpris quand nous avons l'occasion de demander à certaines personnes d'intervenir sur des questions politiques. C'est difficile d'avoir des personnes ressources. Plus personne ne veut se prononcer. Plus personne, plus aucune personne de rang, comment je vais dire... Quelles que soient les obédiences, les chapelles ou bien... Ils ne veulent plus se prononcer, ils ne veulent plus répondre à certaines questions. Et s'il s'agit des questions politiques ou de se prononcer sur l'actualité nationale, vous êtes témoin, vous savez ce que nous vivons avec les personnes ressources. Et donc, il n'y a plus des intellectuels qui veuillent affronter le pouvoir en place et dire la vérité. Et face à cette situation, voulez-vous que ces personnes-là sortent de leur mutisme commun et se prononcent maintenant face à l'impasse que traverse le pays en ce moment? Ou irons-nous aux élections ou non? On ne peut le dire en ce moment. Les solutions ne sont pas trouvées. Les voies ne sont pas véritablement recherchées. Parce que hier, ce débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, ce n'était pas des débats pour trouver des solutions à la situation. Chacun est venu faire son one-man show. Et donc, chacun est venu montrer qu'il soutient X ou Y. Chacun est venu montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et alors que la solution, c'est de pouvoir aider les populations à pouvoir aller aux élections. Et là encore, libre choix. Là encore, à quand la distribution des cartes des électeurs, les cartes d'électeurs plutôt, c'est des questions sur lesquelles on n'est pas revenu parce que tout le monde, on est focalisé sur la recherche de solutions. Alors, mais quand on revient aux déclarations, vu la posture actuelle de candidat Azanaï, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand on a vu un peu ses positions ces dernières années, lui qui quand même a ramené, parce qu'il fait partie des leaders qui ont fait l'élection de Patrice Talon. Est-ce que le message aujourd'hui du candidat Azanaï peut réellement porter quand on voit déjà ces différents revirements ces dernières années? Oui, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que ces différents changements de posture et d'étiquette nous confortent davantage dans notre doute, dans notre distance que nous prenons vis-à-vis de la chose politique et de ses animateurs. Parce que nous l'avons vu il y a quelques années aux côtés de Boni Yayi. On l'a vu se désolidariser et on se dit même quelle est cette capacité, cette propension même qu'a l'homme de pouvoir se désolidariser à certains moments de ces personnages que lui-même porte. Il porte au plus haut niveau, au pinacle de la République. Alors, il l'avait fait pour Boni Yayi. Il a réussi à le faire. Et très bien d'ailleurs pour Patrice Talon. Le fera-t-il encore pour l'après-Patrice Talon? Là n'est pas la question. Mais maintenant, quand vous posez la question que est-ce que sa posture, est-ce que les changements de veste et de couleur ne laissent pas... N'influe pas sur son message. Est-ce que la crédibilité du message en ce moment-là... Vous aurez constaté que ce n'est plus le candidat Azanaï de la période de l'ère changement-refondement que nous avons en ce moment précis. Oui, il ne draine plus pour autant la même foule. Avant, ce message était beaucoup plus suivi. Vous l'aurez plus constaté même sur sa page Facebook que nous suivons, que vous suivez aussi. Avant, candidat Azanaï donnait des rendez-vous aux internautes et animait, je dirais même échangeait avec les internautes. Et quand il essaie aujourd'hui, vous sentez encore le même engouement. Non pas parce que le personnage a vieilli, non, mais parce que le personnage peine maintenant à convaincre. Peine à convaincre parce qu'on se dit, mais ne nous trompera-t-il pas davantage? Ne nous trompera-t-il pas à nouveau? Ne se trompera-t-il pas? Parce que c'est lui-même au fait qui se trompe d'abord, avant de venir nous tromper nous autres. Enfin, le peuple, je veux dire, parce que ça fait 2 fois déjà. Et ce qui vous est arrivé 2 fois a toutes les chances de vous arriver encore une 3e fois. Alors,
Si demain, par exemple, après Talon, quand candidat Azanaï en vient... L'erreur est humaine. Oui. Mais c'est y persévérer qui est mauvais. Et puis là, vous convenez avec moi qu'il y persévère. Vous convenez avec moi qu'il y persévère. Ça fait déjà plus de 2 fois. Et puis, ce qui retient moi mon attention, Corneille Aïssé, Loris Fouedi d'abord, il faut dire quand même que cette sortie a eu lieu un 27 mars, exactement 2 ans que démissionnait Candide Azanaï. Donc c'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Je ne vais pas dire anniversaire, mais c'est fait sciemment pour pouvoir. Non, c'est fait sciemment. Ce n'est pas une coïncidence. Il a voulu le faire pour pouvoir maintenant décrypter, la durée du mandat de celui qu'il a aidé à porter au pouvoir. Et il a dit, ce qui retient moi mon attention, il dit que c'est un coup d'État mafieux qui se prépare et que l'argent est devenu le Kalachnikov. Et il l'a dit. Il a dit. Ce n'est pas la seule image. Il est allé jusqu'à comparer l'élection. Il est allé jusqu'à comparer les élections au Bénin au casino. Il a parlé de casino électoral. Alors, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je trouve quand même que sous ce régime, sur ces dernières années, Candide Azanaï, moi je l'appelle le prophète politique. Parce que quand il démissionnait, il a dit un certain nombre de choses qui aujourd'hui se sont quand même quelque peu réalisées qui sont réalisées dans une certaine marge. Il a parlé de régime qui pourrait ne pas nous amener loin. Aujourd'hui, on constate quand même que c'est presque une déception. Vous savez, vous avez parlé de l'homme, Candide Azanaï. Moi, j'aurais bien aimé que déjà, aux premières heures de sa démission, qu'il parle. Mais il est rentré dans un silence total. Et le peuple se posait des questions. Chacun allait de ses supputations, parce que personne ne comprenait ce qui se passait. Et il a fallu quand même, à l'approche des élections, avant de le voir déjà aux côtés des FCBE, une surprise générale pour le peuple. Sur ce coup, je vous dirais plutôt que c'est sur ce seul coup que j'ai partagé entièrement, par exemple, un acte de Candide Azanaï. C'est l'expression de la sagesse. Vous savez qu'il est un bon déballeur et qu'il est un bon harangueur et il a la manie de la rhétorique. Il manie bien cette langue des autres qu'est le français et il sait dire exactement ce qu'il veut dire. Donc au lendemain de cette émission dont vous parlez, tout le monde s'attendait à ce qu'il déverse sur la place publique toutes les coulisses du régime Talon. Moi-même, je m'y attendais et toutes les semaines passées, je me dis mais attends, jusqu'à quand va-t-il tenir sans pouvoir préciser, sans pouvoir nous dire au fait les mobiles de sa démission? Il ne l'a pas fait. C'est très sage, ça j'avoue. C'est très sage parce qu'il n'était pas resté à la tête de n'importe quel ministère. Il est resté à la défense. Mais est-ce que ce silence il est resté à la défense. Et là, vous savez que c'est le principe de l'omerta. Est-ce que ce silence n'a pas arrangé les choses? De son côté. Est-ce que ce silence n'explique pas aujourd'hui également la pourriture, parce que lui-même il parle de pourriture. Oui. Est-ce qu'il n'a pas contribué par ce silence à la pourriture? Oui, peut-être qu'il aurait rompu ce silence en se prononçant quelque peu à l'avant-veille peut-être du vote de l'adoption, j'allais dire, des 2 tests apolémiques, des 2 tests qui rongent la République. C'est vrai qu'on voyait il aurait pu se prononcer sur le code, sur l'achat des partis politiques. Et sur, par exemple, l'article 241, sur la faramineuse caution, il aurait pu se prononcer, de 249 millions, il aurait pu se prononcer en ce moment. On voit beaucoup plus son représentant ou son suppléant à l'Assemblée. Et arrivé à un niveau, tout le monde a peut-être cru, peut-être comme moi, que cela participe de la stratégie de restaurer l'espoir, de peut-être promouvoir à travers ses sorties, à travers ses propos incendiaires de Guy Dossou Misokwe, la promotion de la relève en quelque sorte. Parce que vous savez, beaucoup pensent déjà que Candide Azanaï, comme d'autres l'ont pensé de Boni, que Candide Azanaï est fini. Beaucoup l'ont pensé. C'est vrai, même s'il continue de tenir, de faire des sorties médiatiques, beaucoup pensent que Candide est fini et qu'il faut peut-être promouvoir maintenant et hisser à la place de Candide Guy Dossou Mitokwe. Mais moi, je tiens à préciser que son calme, son silence est d'une sagesse remarquable et c'est ce qu'il faille recommander quand vous avez été à la tête. La politique, pour le moment, rapidement. Pour finir avec Candide Azanaï, je retiens également de son intervention que l'homme tient
à trois choses. L'état de droit, notre pluralisme politique et la démocratie, qui nous fait... qui nous donne la paix au Bénin. Modèle, et donc je pense que il dit que ce sont les trois clôtures auxquelles on ne doit pas toucher au Bénin. Merci, donc, merci pour ce résumé. Il va falloir des déclarations de... Alors, la politique divise actuellement au pays, mais le football réunit les acteurs. Vous avez vu ces images? Ah oui, mais on a vu des politiciens qui se combattent sur le terrain politique à l'Assemblée, qui s'embrassaient ce dimanche. Pas tous, au stade. On a vu aussi le président de la Cour constitutionnelle, même s'il n'était pas habillé jaune, qui à un moment donné, il aurait pu montrer sa joie. Et puis, il aurait pu. Alors, la qualification des écureuils du Bénin pour la CAN 2019. La qualification des écureuils du Bénin pour la CAN 2019, Corneille Haïssé, on dit bravo aux écureuils, mais cette qualification n'est pas un hasard. Parce qu'ils vous souviennent que dès l'arrivée du président Thomas Boni Yayi, il a fallu rapidement mettre en place une commission. Pardon, Patrice Talon, je voulais dire. Il a fallu rapidement mettre en place une commission de gestion de crise. Qu'ils vous souviennent que nous étions, le football était sérieusement, la famille du football était sérieusement en crise quand le président Talon prenait le pouvoir. Et donc, la crise a été gérée, maîtrisée, temporisée. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons enclenché les éliminatoires. Je vous répondrai un peu comme Corneille Haïssé à une certaine instance que c'est providentiel. Ce n'est pas parce que c'est Patrice Talon que c'est arrivé. Loris, je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, mais je fais le constat de ce qui est arrivé. Même si c'est providentiel, c'est en son temps que c'est arrivé. Et donc, cette providence a été vraiment généreuse. Non, mais il faut reconnaître parce que Patrice Talon et Omeki ont pu maîtriser très rapidement la famille football et ont ramené la paix, la réunification dans la famille football. Sinon, on n'aurait peut-être pas eu droit à cette qualification. Parce que malgré l'absence des cadres, l'équipe a démarré les éliminatoires avec l'autre régime du football, avec les Anjorins et tout le reste. On a vu un peu le parcours de l'équipe et puis l'arrivée de Patrice Talon et puis de Omeki. Oui, Anjorin qui était revenu à la charge, vous le savez, le bon et très grand commerçant du football béninois était revenu et hissé à la tête. Oui, celui qui avait un temps le titre foncier. Le titre foncier, et qui venait et passait aussi facilement à la tête de cette instance. Mais il faut dire aussi que dans cette route, sur ce chemin pour l'Égypte, nous avons connu aussi des déboires. Je veux parler par exemple de l'IRM Gates, de ces nombreux enfants dont on a accablé les parents et autres, et que dans cette affaire, les vraies têtes qu'on aurait pu secouer ont été épargnées. Vous l'avez suivi comme nous. Les vraies têtes, les vrais points qu'on aurait pu décaler et autres ont été désintouchables. Vous ne dites pas le contraire. C'est vrai qu'au finish, voilà, nous sommes qualifiés, nous sommes en Égypte, mais il y a encore des trucs à corriger, il y a encore de la formation pour les enfants, il y a encore du suivi, les mises au vert doivent démarrer très tôt, il faut continuer aussi la détection des talents au pays, sur le continent et au-delà des frontières. Nous sommes qualifiés et puis ça n'a pas été facile. Vous voyez ce qui se passe au Gabon. Il a fallu que le Gabon ne se qualifie pas et vous voyez déjà tout ce qui se passe tranquillement. L'entraîneur, et puis l'entraîneur même si c'était le cas ici, on ne dirait personne. Non, mais merci à nos merci à vous également, Fréjus Séouin et puis Loris Freddy d'abord. Merci également. Je vous recommande cet ouvrage. Je vous recommande cet ouvrage. Je vous recommande ce titre. Loris, ne me perturbez pas dans ma conclusion, s'il vous plaît, Loris Freddy d'abord. Voilà, c'est tout pour le forum de la relation. Nous espérons que vous avez apprécié les propos des journalistes d'Eden Télévision et Diaspora FM. Le rendez-vous, c'est tous les vendredis, 21h, 0h, dimanche à 13h30. Ne ratez surtout pas. Au revoir.